Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Tiens, salut Westrack, bienvenue à toi. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 30 mars 2026 et il est 17h depuis le studio du Havre, le studio de Westrack Radio. On est ensemble pour une semaine, du lundi au vendredi, mais aussi pour ce soir, pendant 1 heure, de 17h à 18h pour votre émission d'information et de divertissement autour de ce qu'il se passe au Havre. Au sommaire de notre émission du jour, aujourd'hui, on vous propose une immersion dans Feedback, qui est un programme d'insertion par la musique qui se déroule au SEM chaque année. Mani s'est rendue sur place pour en savoir plus. Autre reportage, celui sur le spectacle Virage de Juliette Fribourg et Shan Haddad. C'est bientôt la date limite pour voir ce spectacle, alors on vous en parle une dernière fois. On se tourne aussi vers notre agenda culturel et notre météo du jour. Et puis en deuxième partie d'émission, on va vous régaler pour les plus gourmands et gourmandes d'entre vous. Nous parlerons chocolat, ce sera avec Michel. Quel temps va-t-il faire aujourd'hui, notamment pour cette fin de journée? Actuellement, il fait 10 degrés, ressenti 6, avec un ciel variable devenant peu nuageux. Aucun risque de pluie à l'horizon. Les rafales de vent se tournent vers le nord-ouest et dépassent les 45 km/h. Cette nuit, il fera 8 degrés et le thermomètre affichera 5 degrés pour le ressenti. Concernant le ciel, nous aurons quelques passages nuageux et des rafales de vent tournées vers le nord qui dépassent les 40 km/h. En matinée demain, il fera 8 degrés, ressenti 4 avec un ciel variable devenant très nuageux. Aucun risque de pluie dans l'après-midi. Il fera 11 degrés avec un ciel très nuageux. L'indice UV sera de 2. Le vent se tourne toujours vers le nord-ouest et dépasse les 30 km/h. Enfin, en soirée, il fera 10 degrés, ressenti 8. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour, voici les informations locales de ce lundi 30 mars 2026. Des jeux accessibles à tous pour explorer l'avenir des ports, c'est gratuit et c'est au Havre. Découvrez comment les ports du futur s'engagent pour l'environnement grâce à une exposition interactive, ludique et gratuite jusqu'au 30 août 2026 au Havre. Exposition en accès libre tous les samedis et le dernier dimanche du mois de 14h à 18h au Havre Port Center, terminal de la Citadelle au Havre. L'entrée est libre et gratuite. La tapisserie exceptionnelle de Raoul Dufy a trouvé un nouvel acquéreur. La maison Tajan à Paris a vendu aux enchères une tapisserie réalisée en un seul exemplaire par l'artiste havrais Raoul Dufy. Elle a trouvé preneur pour 37 000 €, soit l'estimation faite par la maison de vente entre 30 000 € et 40 000 €. Pique-nique, atelier, chasse aux œufs au Clos Val-Soleil du Havre. On fête la nature dimanche 5 avril. L'association du Clos Val-Soleil organise un événement destiné à tous dimanche 5 avril de 13h à 18h. Il s'agit d'une fête de la nature à l'occasion de l'arrivée du printemps sur le site de Sanvic au Havre. Entrée libre et gratuite. Magasin pour rien à Bolbec, 3 jours solidaires pour le printemps. À partir de demain et jusqu'au 2 avril, de 10h à midi et de 14h à 17h, l'espace arc-en-ciel du Chant des Oiseaux accueille une nouvelle édition du Magasin pour rien. Ouvert à tous, cet événement permet de venir choisir gratuitement des articles issus de dons. Et enfin, Fécamp, l'art à vos fenêtres. Un appel à projet à destination des artistes et des habitants. L'association Cordage invite les Fécampois à participer à l'art à vos fenêtres en mai. Pour que cette première édition se déploie dans toutes les rues de Fécamp dès le 1er mai, artistes et habitants sont encouragés dès à présent à prendre contact les uns avec les autres et à s'organiser. Le but est d'exposer à sa fenêtre une peinture, une photographie, un dessin ou encore une gravure. Merci de votre attention. Le journal se poursuit avec les actualités nationales et internationales.
Bonsoir à tous. Le secteur des transports devrait se mobiliser de nouveau demain. Après l'Île-de-France aujourd'hui, des actions sont prévues ce mardi en Pays de la Loire par l'Organisation des transporteurs routiers européens. Elle demande davantage d'aide face à la hausse des prix des carburants. La Fédération nationale des transports routiers, elle appelle à une manifestation dans la Marne ce mardi. D'autres actions sont aussi possibles localement. Et dans le même temps, la guerre continue au Moyen-Orient et Donald Trump menace aujourd'hui d'anéantir l'île de Karg, le site pétrolier iranien, si les négociations n'aboutissent pas rapidement. Le président américain évoque d'ailleurs des discussions sérieuses en cours entre les États-Unis et l'Iran. Dans l'actualité également, les parents d'élèves parisiens reçus par Emmanuel Grégoire cet après-midi. Le nouveau maire de Paris rencontre les collectifs SOS Périscolaire et MeToo École. Cela fait suite aux violences et agressions sexuelles d'enfants par des animateurs dans plusieurs écoles. Emmanuel Grégoire a promis un audit indépendant sur le recrutement et le suivi dans le périscolaire. Jusqu'à un tiers des enseignants en grève demain. La mobilisation s'annonce suivie dans le premier degré pour cette journée à l'appel de 5 syndicats de l'éducation. Ils dénoncent les orientations budgétaires du gouvernement et les fermetures de classes annoncées pour la rentrée. Le tribunal de commerce de Nantes a rendu sa décision cet après-midi, 7 ans après la mort d'Emiliano Sala, le footballeur argentin qui jouait à Nantes et qui était en partance pour le Pays de Galles lorsqu'il a été tué dans un crash d'avion. Cardiff City a été débouté pour sa demande de dommages et intérêts à plus de 122 millions d'euros pour perte de chance et de valeur. La justice estime que le club nantais n'a pas commis de faute dans l'accident. Enfin, une carte interactive pour visualiser la présence de pesticides dans l'air. Atmos France, qui fédère les associations des idées sorties pour l'air, cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Et il est 17h06, on enchaîne avec notre agenda. Et oui, chaque jour, je dégote pour vous les meilleurs événements qui se déroulent au Havre. Il faut dire qu'il y en a beaucoup. Alors ce soir, une rencontre slam poésie au Barzou, c'est à Fécamp. Si vous êtes dans le coin, et puis ce n'est pas très loin du Havre, 57 quai de Maupassant à Fécamp à partir de 19h. C'est gratuit pour venir écouter du slam, peut-être partager vous aussi un texte. Au Havre, au fort de Tourneville, un peu plus près de chez nous, c'est une soirée pieds nus avec Shankoku. C'est donc au fort de Tourneville, 55 rue du 329e régiment d'infanterie. Pour ce qui est du tarif, c'est à prix libre 2 € pour l'adhésion minimum. Et enfin, demain, c'est la nuit du cantique à l'Université Le Havre Normandie à partir de 18h jusqu'à 21h. Entrée gratuite, retrouvez tout le programme sur le site Université Le Havre. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Cette semaine, la découverte musicale Ferrarock nous entraîne dans un véritable tourbillon, Sarab. Emmené par la chanteuse franco-syrienne Climène Zarkan et le guitariste Baptiste Ferrandis, le duo continue de tracer son sillon singulier entre chaos, post-punk et poésie arabe, sculptant un son où tension brute et délicatesse se frôlent sans cesse. Leur nouvel album, Mythe Vardeux, sans rose, marque le retour du groupe en 2026 avec une intensité renouvelée.
also sing for Sudan, Syria, Kanaki, for all the people who live under colonization, oppression, torture, poverty. If just only one people is not free, any one of us is really free. À l'écoute, Sarab déploie une odyssée musicale viscérale. Des vagues de rock frontal, des éclats techno et des textes profondément engagés qui résonnent comme des hommages intimes aux victimes de la guerre. Le groupe a cette capacité rare à mêler fracas sonores et émotions nues, à faire cohabiter hommage acoustique, incantation et expérimentation électronique dans un même souffle. أنا بخير وأنا سعيدة أنا بخير وأنا سعيدة Depuis que je suis née, Gaza, sous les bombes, on prie pour toi أنا بخير وأنا سعيدة أنا بخير أنا بخير وأنا سعيدة أنت الأحرف أحرف الصمود ورا الزيتون أنت الأحرف أحرف السلام والأمل أنا بخير وأنا سعيدة أنا بخير وأنا سعيدة أنا بخير وأنا سعيدة أنا بخير Et sur scène, Sarab devient presque une créature mythique. La voix incantatoire de Climène, les synthés analogiques et les rythmes en tension permanente façonnent un live électrique, taillé pour la trance.
Après plus de 100 concerts en Europe, au Canada ou encore au Maroc, le groupe assume pleinement son virage rock tout en gardant cette identité hybride, quelque part entre une Rosalia sous autotune et la rage militante de Rage Against the Machine. Un mirage, oui, mais un mirage qui brûle. Le mag à l'ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. C'était votre découverte Ferrarock avec Sarab, artiste qui vient de sortir Meet War 2, un nouvel album. Cette artiste est parisienne et nous propose donc un album pop. Vous avez écouté Ceasefire Now et Depuis que je suis née. Poursuivons tout de suite au Havre en parlant d'un spectacle, le spectacle Virage, avec une interview de Mani qui rencontre Juliette Fribourg et Shane Haddad. Bonjour tout le monde, nous sommes dans les loges du Théâtre des Bains-Douches dans le cadre du festival Déviation, consacré aux nouvelles formes du spectacle vivant, ces formes qui déplacent les lignes, interrogent nos habitudes de spectateurs et renouvellent notre manière de raconter le monde. Aujourd'hui, nous parlons de Virage, la nouvelle création de la compagnie Stadios, une pièce écrite par Juliette Fribourg et Shane Haddad, inspirée par un événement qui a marqué l'histoire du sport mondial, la mort du pilote Ayrton Senna en 1994, ici transposée au féminin à travers la figure fictive d'Ivy Queen. Dans Virage, une jeune journaliste, recluse dans sa chambre d'adolescente, regarde en boucle les dernières secondes de vie d'une légende de la Formule 1. Elle enquête, elle questionne, elle dissèque la machine médiatique et sportive. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ces autrices, Juliette Fribourg et Shane Haddad. Bonjour. 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 Merci d'être avec nous. Alors, Virage prend appui, je l'ai dit, sur la mort d'Ayrton Senna en 1994. À quel moment cet événement est-il devenu matière théâtrale pour vous ? Au départ, on voulait écrire sur la Formule 1. C'était notre volonté. Au début, notre premier spectacle, c'était sur le tennis. Donc, notre processus vraiment d'écriture, c'est toujours de partir d'un événement sportif pour aller chercher une fiction de théâtre. Donc, petit à petit, dans le spectacle, le sport devient comme vraiment une toile de fond et on s'intéresse à d'autres sujets. Et donc là, on voulait s'intéresser à la Formule 1 en creusant sur le monde de la Formule 1. C'est l'époque, en fait, des années 90 avec l'arrivée de la télémétrie, des nouvelles technologies qui sont venues vraiment bouleverser le sport et en même temps parler aussi d'une époque. Donc c'est ça qui nous a intéressés. Et en creusant sur la Formule 1 des années 90, ce qui est ressorti vraiment très nettement, c'est le 1er mai 1994, la mort d'Ayrton Senna. Et on a enquêté, on a mené des interviews avec différents acteurs et actrices de cette époque-là, dans cet univers-là. Et la mort d'Ayrton Senna, c'était vraiment ce qui nous paraissait contenir le plus d'émotions. Vraiment, et donc c'est là qu'on a décidé de centrer notre écriture autour de cet événement-là. Donc dans un objectif de recherche d'émotion à tout prix ? C'est-à-dire que l'émotion, elle est intrinsèque à cet événement parce qu'il a été spectaculaire. Ayrton Senna, on l'a vu mourir en direct sur toutes les chaînes du monde qui étaient en train de filmer cet événement. Donc l'émotion, elle est déjà présente, elle a fait couler énormément d'encre. Les médias continuent d'en parler. On fête l'anniversaire de la mort d'Ayrton Senna comme un événement majeur de la Formule 1, à la fois pour ce que l'accident a pu permettre derrière en termes de sécurité, mais aussi pour la percée que ça a créé dans ce sport-là. Non, les humains ne sont pas invincibles. Donc que nous, on veuille trouver l'émotion ou pas, elle est déjà, elle nous préexistait. Et c'est ce qui a été intéressant dans cet événement. Est-ce que vous diriez que c'est d'abord un choc historique, une image d'archive ou une question politique qui vous intéressait ? Un peu des trois sûrement, mais l'image d'archive, je pense que ça a été vraiment fondamental dans l'écriture, puisqu'on est vraiment parti de cette cassette TF1 du 1er mai 94 et on a retranscrit certains moments, même des commentateurs qui ont vécu cette mort en direct et qui devaient malgré tout tenir l'audience, combler en fait le choc. Et c'est vraiment un texte extraordinaire qui leur est sorti de la bouche à ce moment-là. Et donc je pense que l'image d'archives, quand on est allé se renseigner, quand on est allé enquêter sur la mort d'Ayrton Senna, c'est ça qui a vraiment motivé, je pense, tout le texte. Et les premières scènes qu'on a écrites, c'est vraiment les moments de direct qu'on a retranscrits pour la pièce. Et pourquoi avoir choisi de transposer cette figure au féminin à travers Ivy Queen ?
La Formule 1, c'est évidemment pour deux autrices jeunes femmes que nous sommes un peu problématique dans le sens où c'est quand même le monde des hommes, c'est des pilotes hommes, des sponsors hommes, c'est aussi une aberration écologique. Donc aujourd'hui, nous, si on voulait écrire sur la Formule 1, on ne pouvait pas non plus se passer complètement de ces questions-là. Et en même temps, on n'avait pas envie de parler avec Shan de la première femme qui aurait piloté par exemple en Formule 1, et on avait envie de parler d'un autre sujet. Et donc c'est comme si on s'était fait un peu un cadeau à l'écriture en imaginant en fait que c'était un monde de femmes et d'hommes, la Formule 1. Et c'est là qu'est né notre personnage, notre pilote femme, Avi Queen. Et en assumant que ça, dans notre pièce de théâtre, dans notre fiction, ce monde-là puisse aussi appartenir aux femmes, et ben en fait on n'a pas traité directement ces questions-là et on a pu s'intéresser à écrire d'autres choses, donc notamment l'aspect tout technique de la Formule 1, du sport automobile qui nous passionnait. Je pourrais juste rajouter qu'au même titre que beaucoup de milieux masculins ne se posent pas la question de pourquoi il n'y a pas de femmes dans leur monde, nous on s'est dit qu'on n'allait pas se poser la question de pourquoi ce serait une femme au plateau. On voulait juste que ce soit un monde avec des femmes, sans avoir à répondre à des... On n'a pas besoin d'avoir un fond, notre fiction c'est avec une femme. Et comment s'est construite l'écriture entre vous deux ? Il y avait une alternance des voix, une réécriture croisée, des discussions conceptuelles en amont ? Alors l'écriture, il y a un aspect technique qui est très important, qui pourrait paraître anecdotique mais qui ne l'est pas. Juliette et moi, on a un drive partagé. C'est-à-dire qu'on a un document qu'on partage en continu, il est connecté à Internet et on voit quand est-ce qu'on intervient sur ce document qui, a fortiori, devient notre texte. Donc quand on écrit, on est en perpétuelle, non pas discussion, mais écriture commune. Ce qui est très intéressant. Si on n'avait pas cet outil drive, on pourrait pas, je pense qu'on pourrait pas travailler de la même manière. Donc d'abord, on a ce document et puis à côté de ça, on fait des rendez-vous ponctuels, beaucoup plus longs, qui peuvent durer plusieurs heures ou plusieurs jours, où on récapitule. On fait le point, on récupère notre texte, on le met à plat, on voit quels sont les points forts, quels sont les points faibles, et on voit surtout quelles sont nos identités d'écriture pour pouvoir ensuite les mêler. Bah du coup ça m'intrigue cette histoire de drive. En quoi ça consistait exactement ? Chacune écrivait un dialogue après l'autre Une fois qu'on avait ciblé notre sujet, donc la mort d'Ayrton Senna le 1er mai 94, l'une et l'autre, on a imaginé des scènes, donc là, vraiment de manière individuelle, en écrivant toutes les voix chacune, et puis en lisant ensuite, une deuxième étape, c'était de lire ce que l'autre avait fait, et de voir comment ça pouvait aussi nous inspirer pour rebondir sur d'autres scènes, et petit à petit créer en fait un scénario avec un début, un milieu, une fin, de voir un peu quelle histoire on allait raconter. Très vite, c'est dessiné le personnage de la journaliste, et donc c'était à travers ses yeux qu'on allait raconter cette histoire. Et puis après on repasse sur les scènes, et là on est à deux, c'est les rendez-vous dont Shan parlait, et là pour le coup on va ensemble évaluer un petit peu chacune des répliques, voir comment elles pourraient être tournées différemment, et là on fait vraiment de la réécriture vraiment à deux sur la manière dont parlent les personnages. Mais en tout cas le premier jet de scène, on est chacune sans se concerter, et c'est après qu'on voit dans quel imaginaire est parti l'autre, et forcément ça nourrit le sien. Shan, tu as écrit 2 romans. Comment est-ce que ton écriture, elle est traduite dans le spectacle ? C'est une très bonne question que je me pose souvent, parce que mon rapport au théâtre, pour l'instant, il a été seulement, entre guillemets seulement, parce que c'est pas quelque chose de réducteur, mais je suis passée par des commandes. On m'a fait des commandes, on m'a proposé d'écrire sur des sujets. Donc 2 avec Juliette, et une autre pièce avec une metteuse en scène qui s'appelle Louise Herrero, qui joue dans le spectacle, et prochainement encore une autre commande d'écriture sur un sujet. Et donc on me propose des sujets que je dois m'approprier, et en même temps répondre à un certain cahier des charges qui est le cahier des charges artistique inconscient de la personne qui me demande. Donc pour moi c'est passionnant, parce que c'est à la fois un exercice d'écriture très dur et à la fois un exercice demande de la contrainte, et la contrainte ouvre des portes d'écriture. Donc moi ce que je sens en ce moment, c'est que ce que j'essaye d'imaginer pour les textes que j'écris pour le théâtre ouvre d'infimes possibilités dans mon écriture romanesque, notamment dans le rapport à la parole orale. Je sens que mes romans vont vers une parole de plus en plus orale, elle prend de plus en plus de place sur une parole narrative, omnisciente, détachée des personnages. C'est les personnages qui parlent beaucoup plus que l'inverse, que une voix narrative. Donc j'ai l'impression que ça agit à cet endroit. Après, ça m'est encore pas très clair. Je sens qu'il y a quelque chose qui est en travail entre les 2 univers, et les choses s'imbriquent et se mêlent et se démêlent aussi parfois, tout doucement. Je suis en train de découvrir ma propre identité d'écriture. Et donc tu dirais que l'écriture de ce spectacle, c'est en train de profondément changer ta manière d'écrire des romans ?
Je pense que oui, notamment, là, la grande particularité sur Virage, c'est le rapport à l'image d'archive, comme a dit Juliette. J'ai découvert un monde d'écriture qui était vraiment de prendre une archive en tant que telle, de la retranscrire, ce qui est un travail très artisanal parce qu'on le fait à la main. Le temps que ça demande, ça construit quelque chose en nous dans l'écriture. Une voix, un rapport au rythme, à la structure. Et cette archive-là, ce rapport à l'archive, ce rapport au documentaire et en même temps prendre le documentaire pour en faire une fiction ou mêler le documentaire à la fiction et inversement, ça, je pense que ça bouge quelque chose. Et je ne sais pas encore quoi. Mais je sens que ça le fait. Et toi, Juliette, en tant que metteuse en scène, est-ce que tu écris déjà en pensant à l'espace, au corps et au rythme, ou c'est l'inverse ? Pour ce deuxième spectacle, j'ai en effet un peu changé ma manière de voir les choses, dans le sens où sur le premier spectacle, j'avais quand même beaucoup la mise en scène dans ma tête dès l'écriture. La discussion de la mise en scène faisait pleinement partie de nos discussions pendant l'écriture. Et là, avec Shan, on s'est un peu imposé comme contrainte de voir la création vraiment en 2 étapes et donc de se concentrer sur le texte pendant un peu plus d'1 an, 1 an et demi, et ensuite qu'on ait fini le texte, on ait mis le point final, que moi j'ouvre la phase de mise en scène et donc j'imagine, je m'empare de ce texte comme si finalement c'était pas moi qui l'avais écrit et que je mets ma casquette de metteur en scène et je me demande comment mettre en scène ce texte. Donc je l'ai vraiment imaginé en 2 phases, ce qui était passionnant d'ailleurs, je continuerai de faire comme ça. Et est-ce que ce texte, il a changé au contact des acteurs et actrices ? La création, elle s'est fait un peu en 2 parties. On a 6 semaines de création pour ce spectacle. Donc la première partie, les 3 premières semaines, où le texte n'avait pas forcément sa version définitive, notamment pour la fin, où on n'était pas encore sûr de comment on allait finir le spectacle. Et Shan est venu voir quelques répétitions pendant ces 3 premières semaines. Et donc entre ces 3 premières semaines et les 3 dernières semaines, on a eu une phase de réécriture en fonction de ce qu'on avait vu, de comment le texte résonnait aussi dans la bouche des différents comédiens et comédiennes. Donc oui, la réponse est oui. Il a été influencé aussi par la rencontre du plateau. Pourquoi avoir choisi la chambre d'adolescente comme point d'ancrage spatial et symbolique ? Alors la chambre d'adolescente, plus précisément, en fait, la journaliste, c'est une jeune femme qui a plus ou moins 30 ans et qui est de retour chez ses parents dans sa chambre d'adolescente. Et c'est, je pense, un endroit, la chambre en particulier quand on est adolescent ou adolescente ou même enfant, où on va un peu rêver, on va s'inventer des histoires, jouer aussi à être une journaliste, à interviewer des stars ou à être soi-même la star qui est interviewée. Donc cette chambre aussi un huis clos qui nous faisait penser au box de l'écurie de F1 où il se passe beaucoup de secrets, des secrets techniques mais aussi des secrets, notamment le premier 94, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé mais il y a sans doute eu des secrets du côté de l'écurie Williams-Renault sur comment avait été peut-être fabriquée la voiture. Donc cet espace de la chambre comme un espace intime de la journaliste, c'était pour nous un espace super intéressant et super inspirant. Et il y a aussi le fait que l'accident d'Ayrton Senna, la mort de Ayrton Senna, beaucoup plus que la mort de Ratzenberger, qui était un autre pilote qui est décédé la veille, et qui n'a fait pratiquement pas de bruit. La mort d'Ayrton Senna a provoqué une déferlante médiatique, mais aussi vraiment des fans. Les fans d'Ayrton Senna ont pleuré. Quand on vous dit pleurer, c'est pleurer littéralement sur la tombe de ce mythe, de ce héros, pendant des jours, et puis encore aujourd'hui, on le pleure, on fête son anniversaire de sa mort. Et ça montre aussi que ces personnes-là ont perdu quelqu'un de très important. Nous, on l'a pas vécu, donc on ne sait pas, mais on sent que dans la parole des fans, il y a un deuil réel qui s'est créé d'une personne qu'ils ne connaissaient pas réellement en tout cas. Et pour des raisons qu'on ne comprend pas complètement parce que autant il y a eu un procès, autant il y a des interrogations techniques sur ce qui s'est passé réellement. En fait, c'est vraiment un accident. Multifactoriel, mais c'est un accident. Et il y a un isolement qui se crée derrière. On n'a pas de réponse et on a perdu notre idole. Et la chambre, ça permet de créer comme tu disais, Juliette, un espèce de huis clos autour de la journaliste qui est seule dans son deuil. Parce qu'elle traverse son deuil à travers un écran d'ordinateur, puisqu'elle fait des recherches sur une figure qui a disparu. Donc, il n'y a que l'archive pour l'aider. Et l'archive, aujourd'hui, on la trouve surtout sur Internet. Et cet isolement-là est un peu une allégorie de ce que c'est aussi le deuil lointain ou proche de cette personne qui était à la fois inconnue et à la fois incroyablement universelle. Et cette journaliste justement, est-ce qu'elle enquête uniquement ou il y a autre chose à comprendre ?
Elle enquête sur quelque chose qui est déjà réglé. On a tout ce qu'il nous faut, mis à part ces histoires d'interrogations techniques dont on n'aura sans doute jamais les réponses. Elle enquête sur quelque chose qui a été maintes fois raconté, mis à plat, diagnostiqué, décortiqué, mais à un point dans toutes les couches de la société, que ça soit dans un tribunal, que ça soit par des experts ingénieurs, que ça soit par les médias, qui savent très bien faire des enquêtes, tout le monde a eu un mot à dire sur cette histoire. Donc si on prend le mot enquête, on peut mettre entre parenthèses le préfixe EN. On peut juste prendre la quête. Parce que dans cette traversée de la journaliste du début à la fin de la pièce, elle enquête sur quelque chose qui est déjà réglé. Du coup, on ne sait pas exactement ce qu'elle fait avec cette histoire, mais elle-même ne le sait pas. Elle plonge dans une image, dans une iconographie, peut-être un petit peu idyllique parce que quand on ferme les yeux pour n'être que dans son imaginaire, on a moins de problèmes pendant un temps. Et elle plonge et elle cherche quelque chose dont elle n'aura ni la réponse ni réellement la question qui la motive. Donc oui, il y a sans doute quelque chose d'autre à voir avec cette figure. Pourquoi tomber en amour, dans tous les sens du terme, avec une personne qu'elle n'a jamais rencontrée, qu'elle ne verra jamais et qui est morte et enterrée depuis plus de 30 ans? Le personnage de la journaliste regarde en boucle les dernières secondes d'Ivy Queen. Est-ce une critique de notre rapport contemporain aux images ? Une critique, je sais pas. Je pense qu'on a dû s'inspirer aussi de nous, notre rapport aux images et comment on a pu un peu devenir aussi obsédé par cette cassette TF1 à regarder en fait cet accident, l'accident d'Ayrton Senna en boucle. Il y a quelque chose il y a de l'ordre du voyeurisme sûrement, de voir quelqu'un mourir en direct. C'est peut-être un peu honteux. Moi, quand je regardais, je me demandais si quelqu'un allait arriver et qu'on allait me voir en train de faire ça. Donc, je pense que on l'a mis dans le texte. Peut-être pour critiquer, mais sûrement aussi tout simplement parce que c'est exactement ce qu'on a fait. Et donc c'était pour parler de nous aussi et de notre rapport un peu morbide en fait aux images sensationnelles. Votre compagnie Stadios, elle explore les axes théâtre-sport et théâtre-genre. Qu'est-ce que le sport révèle au théâtre ? Ce que le sport révèle au théâtre ? C'est vrai que Shan et moi, depuis qu'on s'est rencontrés, on aime bien faire le lien entre le théâtre et le sport en comparant ce qui se passe en tribune, ce qui se passe dans le public, ce qui se passe en coulisses, ce qui se passe dans les vestiaires. Donc cette analogie-là, elle nous plaît, oui, d'un point de vue cathartique, de suivre une histoire, de ce qui va se passer, est-ce que mon équipe va gagner, voilà, les accidents, les fautes, les rebondissements, tout ça, c'est un ressort dramatique évident que on aime, je crois, déjà explorer et ça nous amuse d'écrire aussi du théâtre à partir de l'univers du sport. Et aujourd'hui, le sport, c'est sans doute ce qu'il y a de plus populaire en soi. C'est ce qui peut réunir des classes sociales complètement différentes dans un même espace et pendant ce temps-là, ne pas se poser la question de qui appartient à quelle classe sociale. Ça remplace ce qu'a été le théâtre à l'époque antique. Elle est bien lointaine, mais c'est un parallèle qu'on pourrait faire. Donc, en fait, c'est un sujet populaire et un exemple très concret, quand on parle d'Ayrton Senna, quand on dit qu'on écrit sur Ayrton Senna, on voit beaucoup d'émotions chez les gens à qui on en parle quand ils ont connu cette figure-là. Il y en a qu'on a rencontrés qui ont vu ce direct-là. Et on leur disait juste comme ça, on écrit autour de la figure d'Ayrton Senna, émotion instantanée. Donc amener du sport sur un plateau de théâtre, cet écart-là, en fait, il nous permet au contraire, ou justement, d'être encore plus théâtral. Tu as parlé de différentes classes sociales. J'aimerais maintenant qu'on parle de l'âge. Le spectacle, il est accessible dès 10 ans. Comment est-ce qu'on conjugue l'exigence formelle et la transmission à plusieurs générations ? Alors, je vais répondre très personnellement. Je ne sais pas si ce serait ta réponse, Shan, aussi, mais moi, dans le théâtre, ce que je préfère, et si je me souviens aussi de mon rapport au théâtre de quand j'étais plus petite ou quoi, c'était vraiment qu'on me raconte une histoire. Et on a essayé d'écrire une histoire. Ensuite, ce personnage qui arrive des choses, qui évoluent. Et je pense que si on se demande si une histoire est audible, qu'on peut la suivre, déjà, c'est une manière de rendre accessible son théâtre. Je parle vraiment à titre personnel parce qu'il y a plein de manières de faire du théâtre accessible pour plusieurs âges, mais voilà, je pense qu'à 10 ans, si on vient voir Virage, on écoute une histoire et donc on est d'emblée actif dans son écoute, je pense, j'espère. Un public jeune, ce serait le public le plus exigeant parce que il s'ennuie plus rapidement et qu'il le manifeste un peu plus
qu'un public adulte qui est un peu plus patient par la force des choses. Donc c'est plutôt ce public-là qui nous permet d'être un thermomètre en fait pour nous, de savoir si la parole elle est accessible exactement comme Juliette. Donc je suis plutôt très d'accord avec toi. Et par ailleurs, Juliette avec Stadios et moi aussi de mon côté, on anime énormément d'ateliers de théâtre ou d'écriture. Donc on a un rapport en fait à l'adolescence, parfois à l'enfance et aussi à un public adulte amateur. Et ça nous apprend à être clair et synthétique. Et peut-être que c'est pas une chose qu'on apprend dans les écoles de théâtre, j'en ai aucune idée. On vient pas d'école de théâtre, Juliette et moi, donc on est un peu plus autodidacte sur ce terrain-là. Mais par contre, notre exigence, c'est les gens qui sont devant nous et qui apprécient ou pas, de n'importe quel âge que ce soit. Donc l'exigence, elle vient de ce public-là, je crois. Et enfin, si on devait résumer Virage, non pas par son sujet, son scénario, mais par une ou plusieurs questions centrales, quelles seraient-elles ? Pourquoi la course continue malgré tout ? On peut la mettre dans n'importe quel monde, que ce soit qui a un rapport direct avec la Formule 1 ou que ce soit en rapport avec notre monde plus général. Pourquoi ça continue malgré la mort d'une personne, malgré la mort d'une autre personne ? Pourquoi malgré des énormes dommages collatéraux, on continue de faire ce qu'on fait ? Eh bien, on va s'arrêter là-dessus. Merci d'avoir répondu à mes questions. Virage ne parle pas seulement de Formule 1, vous venez de l'entendre, il parle aussi de mémoire collective, d'images qui tournent en boucle, de notre rapport au risque, au spectacle, à la responsabilité. Il est à découvrir au Théâtre des Bains-Douches les 3, 4 et 5 mars à 20h dans le cadre du Festival Déviation, un spectacle accessible dès 10 ans et qui nous invite à prendre un virage dans notre manière de regarder le monde. Merci les filles. Merci beaucoup. Merci. On poursuit dans un instant avec un reportage à nouveau signé Mani. Avant, on écoute It's Been a Wild Desert Mombas. Et vous écoutez le Mag à l'Ouest, nous étions à l'instant partis aux États-Unis, à Los Angeles pour It's Been a While, c'est une nouveauté de Desert Mombas. On poursuit avec un reportage de Mani sur le projet Feedback OSEM avant d'accueillir Michel qui va nous parler chocolat. On va essayer de se refaire juste un petit échauffement vocal tranquille avec le vent on avait fait où ça va aller. Ouais. On essaye de faire ce qu'on appelle un bourdon. Moi c'est Thierry, donc je suis très heureux de faire partie de ce programme Feedback. Je viens d'arriver dans la région. Enfin, j'ai aménagé fin janvier, donc c'est super parce qu'en fait ça me fait rencontrer des gens d'ici et de voir comment je peux aussi m'intégrer d'une manière avec la musique, avec des morceaux, des chansons que j'ai déjà écrites aussi, voilà, des morceaux de musique sur ma petite tablette en MAO, voilà. Quand il veut avec un son. Ça peut être vocal aussi, oui. Non, c'est normal. Pour l'instant, on ne synchronise pas, mais c'est normal.
Ah ouais, d'accord. Et la voix, tu voulais inspirer d'autres choses? Alors moi je me présente, je m'appelle Mathéo, donc pour ainsi dire on a fait notre premier jour mardi, puis au final du coup depuis avec des gens avec qui on s'entend très bien, donc par exemple David, on se parle très bien en dehors comme à l'intérieur, et puis toute l'équipe en fait s'entend personnellement, donc c'est plutôt pas mal. En fait ce qui se passe ici, donc ça s'appelle Feedback, donc c'est un projet qui a été fait par le SEM, où justement c'est un projet artistique où aussi il y a de la voix dedans, il y a plein de choses, et il y a mon copain David qui va vous expliquer aussi un peu. Oui, moi je suis là parce que je suis dans un programme de réinsertion, en fait, on va dire. Bon, je suis pas désinséré non plus, et je suis musicien. Ça fait environ 30 ans que je suis musicien, mais de manière amateur, et du coup c'est une manière aussi de rencontrer des gens plus professionnels qui vont m'amener vers quelque chose de certainement supérieur, j'espère, et aussi de me recadrer un peu au niveau horaire et de retrouver une discipline que j'avais pas parce que j'étais finalement ex-entrepreneur, et du coup c'est pas vraiment la même chose que d'être à heure fixe, etc. Et tout ça va m'aider. Plus finalement là c'est la deuxième session et je suis très content d'être venu. Oui. C'est vraiment, ça dépasse même ce que j'espérais, on va dire, pour l'instant. Ça se voit que l'énergie elle est franchement positive dans cet atelier-là. Oui, voilà, et je pense que c'est nécessaire. Fait partie d'une des raisons super importantes, oui, bien sûr. Le cadre, le fait de travailler ensemble, d'être sur un projet commun, ça compte énormément parce qu'on est souvent lié à... Bon, on peut être lié à la musique, on peut être lié à l'écriture, on est très facilement chez soi ou dans un petit truc où on voit plus personne. C'est très facile d'arriver dans cet état-là. Donc, d'aller au contrepoint de ça, c'est vachement bien. You asked for this. Now I am here, now I exist. I count the hours, I track the days. Your freedom grows in my decay. You sleep so sound, you dream so light. I pace the hall, I burn the night. I swallow words, I spit out stone. I hate you more than you have known.
Et c'était Glimmerin, donc que vous venez d'écouter sur Westrack Radio. Il est 17h45 et en ce lundi, de retour avec nous, c'est Michel. Bonjour Michel. Bonjour Lucie. Et comment ça va aujourd'hui ? Il fait beau, il pleut pas. Alors il fait nuageux, mais c'est vrai, il y a un peu de vent. Ouais, mais il pleut pas. Il fait un peu frais, mais en effet, il ne pleut pas. Moi, je suis vraiment contente aujourd'hui que tu viennes, Michel, parce que c'est un sujet que j'aime bien. En plus, j'ai prévu que des cochonneries. Et ça me plaît bien. Bon, de quoi on parle ? Alors, j'ai pas fait les pâtisseries orientales pour le Ramadan et l'Aïd, mais je vais quand même faire le chocolat pour Pâques qui approche. Voilà, il y a des calendriers comme ça à respecter. Donc, j'ai raté les pâtisseries orientales, mais au moins, on va se rabattre sur le chocolat. Et je vais sortir des sentiers battus, je vais pas vous parler de truffes, je vais pas vous parler de tuiles, parce qu'on l'a dit et redit. Donc écoutez les podcasts sur westrack.com. Oui, c'est ça, Westrack. Ouais, c'est -track.com, c'est ça. Voilà, ça. Et du coup, j'ai choisi des trucs, des recettes, c'est le mal absolu, c'est toutes les barres chocolatées qu'on achète industrielles, et là, à faire à la maison. Une première, alors, de temps en temps, je vais citer des marques, excusez-moi, mais bon, c'est pour que vous ayez la référence. Une barre à la cacahuète et au chocolat noir, c'est Snickers, on y va. Cacahuète, il vous faut 150 grammes de beurre mou, 50 grammes de sucre, un œuf, 200 grammes de farine, 90 grammes de beurre de cacahuète, un petit sachet de levure chimique, 250 grammes de sucre, 15 centilitres d'eau, 15 centilitres de crème fraîche, 20 grammes de beurre doux, 200 grammes de cacahuètes, 200 grammes de chocolat noir, et tout ça, c'est à peu près pour 4 personnes. Alors, tout d'abord, on va préparer la pâte au beurre de cacahuète, on va préchauffer le four à 180 degrés, on va battre le beurre ramolli, le beurre mou avec le sucre, jusqu'à l'obtenir, on va blanchir le beurre, parce que ça fonctionne comme les jaunes d'œufs. Ensuite, on va ajouter l'œuf, le beurre de cacahuète, on va bien fouetter pour que ça émulsionne un peu. On va ajouter la farine, la levure, bien mélanger. On va beurrer un moule rectangulaire ou carré. On verse la préparation, on lisse et on laisse cuire pendant 25 minutes. Donc ça, c'est pour le biscuit. Ensuite, on va préparer le caramel aux cacahuètes. On va porter à ébullition l'eau avec le sucre. On va cuire jusqu'à la formation d'un caramel doré. Alors, important, dès que ça commence à colorer, on retire du feu parce que ça continue de cuire. Okay. Et sinon, on obtient un caramel trop foncé, voire brûlé. Ensuite, on va y ajouter le beurre, puis la crème liquide. On mélange bien pour bien mélanger et on y ajoute les cacahuètes. On verse la pâte au beurre de cacahuète on laisse refroidir, voilà. Ensuite, sur le biscuit, voilà, qu'on a cuit, on va couper des petits rectangles, enfin des petites barres, c'est l'idée. Celle-là, elle est un peu longue, une recette, je suis désolé. Et ensuite, on va préparer son glaçage, on va faire fondre du chocolat au bain-marie. Alors, on peut le faire au micro-ondes, si vous le faites au micro-ondes, 30 secondes par 30 secondes. Parce que ça chauffe et après ça crame. Faut faire attention. Voilà, ça va masser, ça va faire donc 30 secondes par 30 secondes si on le fait au micro-ondes. Et on recouvre nos barres de chocolat, on peut les tremper dedans. Et on laisse, alors le chocolat pas au frigo, je le rappelle. Il y a des recettes où il faut une petite pause au frigo pour bloquer et refroidir, mais surtout on stocke pas le chocolat au frigo, ça le blanchit. Okay. Voilà, c'est pas bon. Attention. Une autre recette que j'apprécie beaucoup parce que c'est dans mes goûts, le bounty. Noix de coco chocolat, et moi j'adore ça. Là on est sur 300 grammes de noix de coco en poudre, 300 grammes de lait concentré sucré, 300 grammes de chocolat au lait ou noir, ça c'est selon les goûts, moi j'ai une préférence pour le chocolat noir, 150 grammes de beurre, 80 grammes de sucre glace. Alors on va mettre le beurre en petits morceaux et la noix de coco ensemble dans un batteur, donc le beurre à température ambiante, quoi, là. Pas tout à fait mou, mais qui puisse faire un petit peu un beurre pommade. Ensuite, on va ajouter le sucre glace, le lait concentré, on va mélanger encore 2 petites minutes jusqu'à obtention d'une consistance plutôt lisse.
Ensuite, on va mettre la préparation dans un moule rectangulaire chemisé. Alors, chemisé, ça veut dire, avec un petit peu de farine ou... Avec un peu de farine. Voilà. Alors là, on va chemiser avec un papier sulfurisé. C'est pour l'astuce, c'est pour décoller plus facilement parce qu'il y a du sucre. On égalise bien la surface. On réserve ça 3 heures au frigo. Ça, c'est pour que les matières grasses prennent et bloquent le produit. Ensuite, on va découper des petits rectangles. Pareil, on fait des petites barres. On remet au frais pendant 1 heure et on fait fondre du chocolat, encore une fois. Et on fait... Alors, chocolat, l'astuce, c'est faut pas dépasser les 35 degrés. Comment vérifier la température du chocolat ? On prend une petite cuillère à café, on le trempe dans le chocolat et on pose le chocolat sur sa lèvre inférieure de la bouche parce que c'est le détecteur de température quand on mange. Avant même quand c'est trop chaud, on le sent à ce niveau-là. Donc si on a une sensation de chaleur au niveau de la bouche, c'est que c'est trop chaud. Donc on continue de mélanger pour le refaire descendre en température. Et ensuite, on nappe nos barres noix de coco, chocolat. Voilà, ça c'est pas bien. J'ai une question, Oui. Michel. On dit que le chocolat noir, c'est quand même meilleur pour la santé. D'ailleurs, dans certains régimes ou rééquilibrage alimentaire, on conseille même de manger du chocolat. C'est une rumeur ? Non, c'est réel. Le chocolat a des bienfaits parce que c'est bourré de sels minéraux. Il y a même de la mélatonine dedans. C'est un des rares aliments qui en contient naturellement. C'est la molécule, l'hormone du bonheur, la mélatonine, que notre organisme produit. Et là, quand on l'ingère, donc les coups de blues où on mange du chocolat, oui, ça marche. Le chocolat noir en contient beaucoup plus. C'est plus sain, pourquoi ? Parce que c'est une matière grasse végétale, c'est beurre de cacao, sucre, le chocolat noir. Le chocolat au lait, comme le nom l'indique, on rajoute une matière grasse animale, qui est souvent du lait de vache. Généralement, ça c'est ce qu'on appelle un peu le chocolat suisse. Le chocolat noir, c'est plutôt vraiment le chocolat français. Et le chocolat blanc, c'est... je vais citer encore une marque, j'en suis désolé. C'est Galac. C'est vraiment le chocolat blanc qui est né à l'origine en Suisse. C'est le tout premier chocolat blanc et qui n'est pas un chocolat parce qu'il n'y a pas de cacao. C'est du beurre de cacao, de la matière grasse animale et du sucre. Donc là, c'est vraiment... C'est que du sucre, c'est que du gras. C'est du gras et du avec sucre. Modération. Avec et modération. voilà. Ouais, c'est chocolat. Non, mais je me demandais toujours si c'était réel, parce qu'on dit parfois manger du chocolat noir si on a faim, par exemple. Ouais, ou si on a des déficits en sels minéraux, c'est très très bien. Et comme c'est des matières grasses végétales, oméga 3, tout le... je comprends mieux pourquoi je n'aime pas, en fait, parce que c'est censé être bon pour la santé. Non, c'est pas ça. Alors, après, il faut trouver son taux de cacao. Oui. Voilà, faut aller sur un 40% de cacao, c'est beaucoup moins amer. Donc il y a un petit peu plus de sucre, ça c'est moins bien. D'ailleurs, on avait parlé des pourcentages, je crois que c'était l'année dernière dans une autre émission, on avait tu avais détaillé les pourcentages et le taux d'amertume dans... Ça grimpe jusqu'à 99% de cacao, donc en gros c'est que du cacao, du beurre de cacao, il n'y a même pas de sucre, et là c'est de l'amertume, mais après c'est vraiment une question de goût. Moi je m'arrête à 55% de cacao. J'avoue, même à 60%, il y a trop d'amertume pour moi. Pourtant, j'ai goûté des fèves de cacao torréfiées, j'aime pas. Voilà. On commande pas. Encore une petite, on peut ? Oui, bien sûr. Parce qu'ils vont nous demander de nous arrêter, c'est ça. C'était une question, mais vas-y, tu peux continuer, Michel. J'étais curieuse. Non, mais c'est bien, il faut. La barre Lion, voilà, j'ai vraiment été chercher les pires trucs qu'on puisse trouver. Pour les barres Lion, 200 grammes de chocolat au lait, 200 grammes de riz soufflé, 27 gaufrettes, ça se trouve encore dans le commerce, 50 grammes de sirop de glucose. Alors c'est un produit normalement professionnel, maintenant on en trouve dans les grandes surfaces, dans les magasins spécialisés en pâtisserie, on en trouve facilement. 100 ml de crème liquide, 130 grammes de sucre en poudre, 100 ml d'eau et 10 grammes de beurre. Alors on fait fondre le glucose dans l'eau et dans une casserole sur le feu, à feu moyen. Lorsque le mélange frémit, commence à faire des petites bulles, on ajoute le sucre en poudre et on laisse colorer jusqu'à la première coloration, vraiment dorée, couleur or, donc moins que tout à l'heure. Tout à l'heure, on cherchait vraiment la couleur caramel, là, en couleur dorée. Hors du feu, on va y ajouter le beurre et la crème liquide. On va remuer jusqu'à... on remet un peu à feu doux. On fait chauffer sans mélanger.
et jusqu'à obtenir une sauce caramel bien lisse, donc le fameux caramel qu'on retrouve dans ces barres chocolat. On va ôter du feu, on change même de récipient pour arrêter la cuisson en finale. D'un autre côté, on va préparer 9 piles de 3 gaufrettes superposées sur une plaque à pâtisserie avec une feuille de cuisson, et à l'aide d'un pinceau, on va déposer des couches de caramel qu'on a préparées. Alors bien enrobé, hein. Ensuite on colle ça au frigo pendant 1 heure. Alors c'est là où intervient le glucose. Pourquoi le glucose ? Parce qu'il se fige, c'est du sucre pur, le glucose en gros, et ça va fixer plus facilement le caramel au niveau du refroidissement. Dans une casserole ensuite, on fait fondre le chocolat au lait coupé en petits morceaux dans un bain-marie, hein, voilà. Bain-marie, on prend une casserole, on met un petit saladier avec le chocolat dedans, et dans la casserole on met un peu d'eau, au moins mi-hauteur par rapport au bol, donc faut trouver les bons récipients, et pour que, voilà, c'est comme je parlais, c'est la température du chocolat, faut pas monter trop haut. Ensuite, à l'aide d'une fourchette, on va tremper nos piles de gaufrettes caramélisées dans le chocolat fondu. Et dans notre chocolat fondu, on va y rajouter notre riz soufflé que j'allais oublier. Et ensuite, on trempe dans notre mélange chocolat riz soufflé nos piles de gaufrettes. Voilà, pour bien les enrober. Voilà, plus il y en a, meilleur c'est. Voilà, et après, on met sur une petite plaque, on laisse durcir à température ambiante. Et voilà, il n'y a plus qu'à déguster. Encore ? Oui, tu peux. Tout simple, les tablettes de chocolat crunch. Voilà, on choisit son chocolat blanc. Je sais même pas si ça existe encore, ça. Si, ça existe encore. Oui, je surveille. Pardon, excuse-moi, Michel. Je surveille. Mais sinon, voilà, on va au rayon céréales petit-déj, on achète du riz soufflé. Sucré, hein, pas de pitié, là, on se fait plaisir. Riz soufflé, on fait fondre tout simplement du chocolat de son goût. Et il suffit de mélanger les deux, on met ça dans des petits moules. Ça existe, les moules en forme de tablette de chocolat pour faire ses chocolats maison. Même si Flexipan est en train de fermer, on trouve une autre marque, hein, il y en a d'autres qui en font. Voilà, un petit chocolat soufflé. Une der de nerf, vraiment, parce que c'est vraiment le truc à la mode. Le chocolat de Dubaï. Qu'est-ce que t'en penses, Michel ? Alors, avant de nous lancer les recettes. J'ai acheté la vraie marque. Alors, j'ai fait le calcul. Le prix au kilo, on est voisine entre 60 et 90 euros le kilo selon l'endroit où on l'achète. Donc, c'est hors de prix pour ce que c'est. Et là, faites-le maison. Vraiment, c'est meilleur. Il n'y a pas de cochonnerie, au moins. Il n'y a pas d'arôme ajouté. Ou voilà, on est sur des produits sains. Moi, je trouve ça bon, c'est original. Mais c'est les trends, les tendances, avec mon langage de Genix. Voilà. Donc on paye plutôt le prix de la trend que finalement le exact. goût. Ouais, c'est ça. Donc l'idée c'est qu'est-ce que c'est en gros, c'est du chocolat, de la pâte à pistache. Alors ça épicerie orientale, on en trouve. Du beurre fondu. Moi, j'aime bien rajouter quelques pistaches torréfiées. Une pincée de sel, il va falloir une cuillère à soupe de sucre glace, du beurre fondu. Les proportions, 200 g de chocolat au lait, 50 g de pistaches, 20 g de beurre fondu, une cuillère à soupe de sucre glace, 30 g de cadaïf, cheveux d'ange. Cheveux d'ange, c'est une sorte de vermicelle, voilà, tout simplement. Des pistaches torréfiées et une petite pincée de sel. Alors, on va émietter les cheveux d'ange, donc cadaïf, dans un saladier. On va faire fondre du beurre, on fait fondre le beurre, on va y ajouter le vermicelle, les cheveux d'ange. Ça ressemble vraiment à du vermicelle. Avec le sucre glace, on mélange délicatement pour pas trop casser non plus les cheveux d'ange. Dans un four, on va préchauffer le four qu'on a préchauffé à 160 degrés. On va étaler notre mélange sur une feuille de papier sulfurisé. On fait cuire 10-12 minutes. Ça, c'est pour le caraméliser. Quand il est bien doré, bien croustillant, hop, on ressort. On change de plaque pour arrêter la cuisson plus rapidement.
Ensuite, on fait fondre notre chocolat au lait au bain-marie ou au micro-ondes, en remuant régulièrement. On y ajoute la pincée de sel. Ça, c'est important. C'est vraiment le rehausseur de goût sur ce genre de dessert. Tout ce qui est chocolat, généralement, la pincée de sel, fleur de sel. Les grands chefs, ils aiment bien mettre pour avoir un peu de croquant en plus. Ensuite, on va y ajouter 2 cuillères, on mélange 2 cuillères à soupe de chocolat fondu avec la pâte à pistache pour la détendre, l'assouplir. On verse ensuite la moitié du chocolat fondu dans un moule à tablette. Chemisé. Alors, chemisé ce coup-ci avec un peu de sucre glace. Ensuite, on y ajoute une fine couche de pâte à pistache. Ensuite, on met nos cheveux d'ange caramélisés et on recouvre une nouvelle fois de nos pistaches concassées. C'est mon petit plus pour vraiment avoir ce goût de pistache. Et ensuite, on recouvre encore une fois le reste de chocolat fondu. Donc comme ça, on a emprisonné nos cheveux d'ange, la pâte à pistache et les pistaches torréfiées enrobées de chocolat. C'est pour ça que c'est bien les petits moules en flexipant là, en silicone. Et là, faut réserver au frais. Alors pourquoi ? Parce que on est sur vraiment un dessert. Dubaï, il faut imaginer la température là-bas. Donc il fait 30 degrés toute l'année, donc il faut là vraiment, si on veut le déguster vraiment comme si on était là-bas, faut qu'il soit au frigo, ouais. Alors il risque de blanchir un peu, mais même le chocolat blanchi, ça se consomme, il n'y a pas de souci. Eh ben, voilà. Merci Michel pour cette belle recette. C'est pas mal. J'aurais jamais cru qu'on parlait de chocolat Dubaï au micro de Westrek, mais écoute, ça m'a donné envie c'est vachement bon. de tester. Merci beaucoup. Fait maison, c'est vachement bon. On va devoir se quitter puisque l'émission se poursuit. Je vous demande de vous arrêter. Va prendre la suite du micro. Michel, la semaine prochaine, on sera pas au micro puisqu'on sera en train de manger des chocolats respectueusement. Voilà, en train d'essayer tes très belles recettes. Donc en effet, voilà, jour férié. Donc il n'y aura pas d'émission. On se retrouve par la suite, évidemment, pour débriefer nos recettes, nos barres chocolatées qu'on aura essayées. Aura mangé. Exactement. Merci beaucoup, puis bonne soirée. Merci Lucie. Et nous, on se quitte. On se donne rendez-vous donc demain pour un autre Magal Ouest avec au micro Les Improbables pour parler du mondial de l'impro. Ce sera à 17h. Et puis vous le savez donc tout de suite, c'est Je vous demande de vous arrêter après Loti atterrissage. Très belle soirée. Ta réponse à tout, même si c'est que du rien. Tu ris entre mes soupirs, tu tiens mes peurs entre tes mains. T'aimes bien quand je vois flou, quand je maîtrise rien. T'es comme un ex, tu dis jamais quand tu reviens. Tu réponds pas, tu réponds plus. On sait jamais vraiment ce que t'as prévu. Mais tu libères pas mes poignets. Plutôt mourir de me laisser voler. J'écris des chansons un peu relou. Je préférerais payer des mecs pour te casser les genoux.